Oui, voilà. Ok, c'est bon. Alors bonjour à tous, je suis Nicolas Béfort, je suis professeur assistant d'économie à Neoma Business School et je suis depuis la semaine dernière le directeur de sa chaire de bioéconomie industrielle. Donc le titre de ma présentation, c'est quelle chaîne de valeur pour les microalgues. Alors déjà, je voudrais remercier la chaire de Centrale et le projet pour l'invitation. C'est une présentation qui fait suite à un premier projet qu'on a mené l'année dernière et qui a conduit maintenant, à partir de cette année, la chaire de bioéconomie à mettre la question des microalgues à son agenda de travail. Alors la chaire, je fais juste une rapide présentation de la chaire. Donc en fait, notre grande problématique, c'est comment la bioéconomie peut-elle se développer et contribuer à la transition écologique, étant entendu ici que de notre point de vue, et compte tenu des débats qui existent sur la bioéconomie, en fait, la question de sa contribution à la transition écologique est vraisemblablement la clé pour développer l'acceptabilité sociale de la bioéconomie. Donc, on est la seule chaire de sciences sociales en France exclusivement dédiée à la bioéconomie. On a 27 publications depuis 2007, avec une petite faute, vous m'excuserez. En termes de collaboration, des collaborations sur lesquelles on travaille et on insiste et on a beaucoup d'espérance et d'espoir, c'est nos collaborations au sein du CEBB, qui sont des collaborations régionales entre sciences de la nature et sciences sociales. On collabore également avec nos collègues économistes de l'URCA, l'INRAE, et ensuite toute une série d'universités internationales. En termes d'effectifs, donc il y a un professeur dans la chaire, un titulaire, c'est moi, avec 3 professeurs rattachés à la chaire, un chercheur postdoctoral, une doctorante et une assistante administrative. Et donc, on développe des analyses d'économie-gestion que je vais vous présenter ici. Alors, la bioéconomie et les microalgues. Donc, la question des microalgues, c'est un sujet qui est très présent dans le champ scientifique, avec de fortes espérances technico-économiques, comme on a pu le voir juste avant dans les 2 présentations, c'est-à-dire que on pense que les microalgues pourraient avoir tout un tas d'applications, et c'est ce qui va justifier le fait d'investir, de développer des projets sur les microalgues, etc. Et pourtant, cette économie des microalgues est peu connue. Euh, économie des microalgues peu connue, notamment parce que c'est un domaine émergent. C'est là que les difficultés commencent pour réussir à comprendre ce qui est en train de se passer. Alors, on va considérer que c'est un champ de la bioéconomie dont on ne sait pas exactement comment il va interagir avec les autres champs de la bioéconomie, c'est-à-dire que on peut se dire que... donc là, on aborde la question des microalgues par la ressource, mais on pourrait aussi l'aborder, on peut aussi aborder les questions de nouvelles chaînes de valeur par les produits finaux, où ensuite on va choisir un produit final, par exemple, je sais pas, les biodiesels, et ensuite on va identifier plusieurs matières premières. Il va donc y avoir des phénomènes de concurrence ou de complémentarité entre différentes matières premières, différents procédés, etc. Donc la question, c'est quelle est la place des microalgues dans la bioéconomie? Et une deuxième question, c'est comment étudier des chaînes de valeur qui n'existent pas encore, puisque, comme ça a été dit lors de l'introduction de la séance du webinaire, le but même du projet, c'est de réussir à monter, à développer des modèles de chaînes de valeur. On est donc bien dans une situation où des chaînes de valeur n'existent pas encore. Alors, on pourrait se dire que finalement, bon, ben voilà, la présentation s'arrête ici, mais non, on a quand même des pistes de travail qu'on développe notamment au sein de la chaire, qui nous permettent d'étudier des chaînes de valeur qui n'existent pas encore, et donc de se poser la question de savoir comment émergent ces chaînes de valeur. Alors pour ça, on sait qu'il faut identifier les alliances que forment les acteurs, comme ça a été indiqué par un des intervenants juste avant. Il y a besoin en fait de se fédérer. Donc nous, on va parler de formation d'alliances, c'est-à-dire qu'on a des alliances entre acteurs hétérogènes. Donc on va avoir des acteurs de la recherche publique ou privée, de la R&D. On va avoir des PME, des startups, des grandes entreprises. Et on va aussi avoir des acteurs de type plateforme, de mise en relation, de coordination, etc., comme l'intervenant, comme monsieur juste avant. Donc, on va avoir des alliances qui vont se faire tout au long de la chaîne de valeur en fonction des objectifs de chacun et des opportunités qui vont être identifiées. Et elles vont être localisées dans des lieux spécifiques. C'est-à-dire que, donc là vous verrez un peu plus loin, ces acteurs sont dans des endroits très précis. Il s'agit donc d'identifier dans quels endroits ces acteurs se trouvent. Et ces alliances
en tout cas dans l'émergence de chaînes de valeur, ont pour but l'appropriation de ressources institutionnelles, de ressources naturelles et de connaissances. Alors, ressources naturelles, là, dans le cas des microalgues, c'est relativement évident. De connaissances, ça va être la connaissance des différents types de microalgues, des conditions technico-économiques du développement des microalgues, des acteurs, des procédés de transformation, etc. Et ressources institutionnelles, en fait, là, on est typique, vraiment le projet là qui est lancé, Interreg, c'est vraiment de la construction de ressources institutionnelles, au sens où l'objectif, ça va être de produire des visions, ce qu'on appelle des visions du futur, c'est-à-dire des façons de se représenter l'avenir et de grands schémas d'orientation pour le développement des microalgues, pour construire des opportunités, développer des innovations. Et ressources institutionnelles, ça va être aussi la construction d'un cadre favorable institutionnellement aux microalgues. Donc ça peut être le travail sur la réglementation novel food, mais ça peut être aussi le travail sur, par exemple, dans le PPP, dans le BBI, c'est aussi une ressource institutionnelle quand des acteurs vont travailler pour réussir à obtenir des appels à projets qui vont dans le sens de leur projet productif. Alors, on a 3 grandes étapes, hein. La première étape, c'est l'identification du contexte technico-économique d'émergence des microalgues. La seconde étape, c'est l'identification des acteurs de la chaîne de valeur des microalgues. Et enfin, c'est l'identification des formes prises par les chaînes de valeur et des stratégies d'acteurs dans ces chaînes de valeur. Alors, donc là, donc je ne vais pas répondre à toutes ces questions-là pour l'instant, puisqu'on a une étude c'est une étude en cours. Pour l'instant, on a des premiers résultats à partir d'une étude bibliométrique qu'on a menée en collaboration avec Centrale Supélec l'année dernière. Donc voilà le plan de ma présentation. Donc tout d'abord, je montrerai qu'il y a non pas une, mais 3 bioéconomies, ce qui est clé et très important pour comprendre les différents modèles d'entreprises dans les microalgues. Ensuite, les résultats en termes de production de connaissances sur les microalgues dans le monde. On retrouve bien la question de la localisation, les entreprises des microalgues, et enfin, une conclusion en termes de composition et recomposition des chaînes de valeur en cours. Alors, non pas une, mais 3 bioéconomies. Alors, en fait, quand on parle de bioéconomie, il y a 3 grands types de bioéconomie. Il y a une première bioéconomie qui est une économie écologique, au sens d'une économie insérée dans la biosphère, qui, elle, va essentiellement se poser la question de l'articulation entre les systèmes productifs et les systèmes naturels, où on va réfléchir en termes de méga-trends de technologie, c'est-à-dire qu'un des grands auteurs de ce courant, c'est Nicolas Georgescu-Roegen, qui nous explique qu'il y a eu l'invention du feu comme grande technologie prométhéenne. Ensuite, il y a eu Prométhée 2, c'était l'invention de la machine à vapeur, et maintenant on attend Prométhée 3, qui va nous permettre de lutter de manière soutenable contre l'entropie. Alors ici, en termes de gouvernance, il y a une réflexion en termes de planification écologique, c'est-à-dire que les acteurs, ici, on considère qu'il faut se poser la question de l'organisation de la production pour qu'elle soit compatible avec les limites planétaires. Donc, par exemple, quand on entend parler de jour du dépassement, c'est une réflexion qui découle en fait assez directement de ces réflexions-là. Et voilà. Alors ensuite, les 2 bioéconomies les plus connues, on a premièrement la bioéconomie de type 2, qui est une économie des biotechnologies, c'est-à-dire on va considérer que la cellule est une usine et que le développement des biotechnologies va être à même de produire une rupture technologique, et dans ce cas-là, on va insister très largement sur la commodification de la connaissance, c'est-à-dire le fait de pouvoir déposer des brevets, et que ces brevets vont pouvoir être industrialisés grâce à des startups, mais on se retrouve dans un problème de course au brevet qui peut être problématique, notamment puisque comme ça a été indiqué précédemment, j'imagine que c'est des situations que vous avez déjà rencontrées. On peut vous dire qu'effectivement cette technologie est fantastique, mais tant que vous ne savez pas comment l'intégrer dans votre processus de production, ça restera du discours sur le caractère fantastique de cette technologie. C'est pour ça que, par exemple, on développe des plateformes de démonstration, des unités pilotes, etc. Et enfin, il y a une 3e bioéconomie qui est très clairement celle qui est dominante en Europe, dans le monde d'ailleurs, c'est une économie du carbone biosourcé, c'est-à-dire qu'on va réfléchir à la bioéconomie comme la grande transition vers l'utilisation de ressources renouvelables en substitution de l'utilisation de ressources fossiles, où on va mettre au cœur de la réflexion la bioraffinerie, où on va construire des feuilles de route pour identifier des visions du futur que j'évoquais juste avant, qui vont orienter les stratégies des acteurs. Et là, on a une réflexion en termes de substitution de produits ou de fonctionnalités. Je ne reviens pas dessus, mais on pourra en discuter tout à l'heure. Alors, comment se situent les microalgues dans ce contexte ?
Alors, il y a une petite erreur, là, c'est pas bioéconomie. Pour moi, c'est la bioéconomie, les microalgues se situent dans la bioéconomie de type 2 et de type 3, donc pas de type 1, mais donc biotechnologie et bioraffinerie. Pourquoi? Puisque, comme ça a été dit, les microalgues sont très souvent associées aux biotechnologies, donc je reviens pas dessus. Et également, on identifie dans la littérature, j'ai mis quelques références, des modèles de bioraffinerie des algues. C'est-à-dire qu'on va réfléchir la bioraffinerie comme étant l'objet qui catalyse, en quelque sorte, si vous me permettez l'expression, qui catalyse les réflexions sur le développement de la bioéconomie. Et là, on va mettre différentes ressources. Donc, parfois, et donc là, la ressource qui va être mise, c'est la question des algues. Alors, ce qui est assez intéressant dans les dernières publications qui sont sorties, c'est que les microalgues sont éventuellement envisagées comme une voie possible pour rendre la bioéconomie circulaire, au sens où, en tout cas dans le discours, dans la vision qui est produite, l'objectif c'est de réutiliser les déchets pour faire pousser des algues, etc., qui vont ensuite être valorisées. Alors on pourrait interpréter ça, si on fait un petit peu d'histoire, à la lumière de ce qui a été fait au tournant des années 30 pour rendre soutenable la production de carburant liquide, puisqu'en fait, comme j'imagine vous le savez, c'est une production qui est absolument pas soutenable. Et donc, économiquement, j'entends, je parle pas que économiquement, et ce qui a été fait, c'est que quand vous produisez des carburants liquides, vous avez énormément de déchets. Donc ces déchets ont été requalifiés comme des coproduits et ont été utilisés pour remplacer une chimie du végétal qui existait déjà pour assurer la rentabilité de la production de carburants liquides. Donc peut-être que on va retrouver également ce modèle-là, et on va le retrouver et on le retrouve très exactement dans le discours, dans la réflexion sur la bioraffinerie, puisqu'il y a soit comme un outil de rentabilisation de la production notamment de biocarburants, mais aussi comme utilisation, sinon pour viser des produits à forte valeur ajoutée qui ont été remis au goût du jour suite à la chute des prix du pétrole. Et enfin, c'est aussi la question des algues est aussi mise en avant dans toutes les réflexions sur le développement de la capture de CO2 pour passer pour utiliser le CO2. Donc on a une publication, la Steering EAL 2011. On sait que le Nova Institute est aussi assez actif sur ce sujet-là. Donc on est donc dans une perspective qui croise bioéconomie de type 2 et bioéconomie de type 3, c'est-à-dire biotechnologie et bioraffinerie, qui correspond en réalité à la façon dont s'organise la bioéconomie en Europe. Alors, si on poursuit, donc on peut parler des microalgues comme un monde de promesses et de concurrence. Pourquoi? Puisque, évidemment, on l'a vu juste avant, les microalgues ont un potentiel énorme, comme en fait toutes les biomasses mises en avant dans la bioéconomie. Donc là, je reprends cette image du Nova Institute qui est bien souvent présentée comme dans l'idée que la biomasse est une solution, mais moi je vous propose de l'interpréter d'une autre façon, qui est de dire qu'en fait, on est dans un monde de promesses, d'accord, de fortes espérances technologiques, c'est-à-dire qu'on dit, dans le futur, on va pouvoir produire telle et telle molécule avec telle et telle biomasse. Sauf que on est aussi dans un monde de concurrence, puisque si on regarde par exemple les polyuréthanes, comme vous le savez, il y a plusieurs voies possibles. Donc par exemple, en partant de la ligne de cellulose, du saccharose, etc., on peut réussir à atteindre des polyuréthanes. On est donc dans un monde de concurrence qui va fortement influencer les stratégies de développement des acteurs. Alors, si on regarde maintenant, si on se tourne vers la question de la production de connaissances sur les microalgues dans le monde, à partir d'une étude sur les brevets PCT, c'est les brevets déposés au niveau mondial, on voit qu'il y a une très forte augmentation jusqu'en 2014 sur la production 2012, autant pour moi, sur la production de brevets, et ensuite une chute avec un léger rebond. Donc là, on retrouve les dynamiques de formation d'espérance technologique et des appointements, c'est-à-dire qu'on a une très forte situation d'espérance technologique sur les capacités des microalgues, et ensuite une situation de désappointement où les difficultés posées par les microalgues, par exemple en termes de traitement des eaux, etc., ont vraisemblablement provoqué une chute et donc une série de désappointements, et on voit qu'on a un rebond. Donc une prochaine étape sera de réussir à comprendre les raisons à l'origine de ces désappointements et des origines du rebond. Si on regarde désormais si on regarde les acteurs, on voit que l'University of California est un acteur tout à fait central dans la recherche au niveau global sur la période 2013-2017 sur les microalgues, avec donc un nombre relativement restreint
recherche et d'établissement, avec en France l'université Pierre et Marie Curie, l'université Aix-Marseille qui sont très présentes. On voit également la présence de la Chine et de quelques universités britanniques. Si on regarde les réseaux de copublication par organisme de recherche à l'échelle française, donc la petite note, ce réseau sélectionne les articles analysés à partir de la condition suivante: il faut au moins qu'un co-auteur soit affilié à un organisme français. On retrouve à l'université d'Aix-Marseille le CEA, l'université Pierre et Marie Curie, qui collaborent principalement avec l'University of California et Ghent University et University of East Anglia, et ensuite avec des réseaux de collaboration très, très localisés en France. Ce qu'on va retrouver ici en termes de nombre de brevets, donc là en termes de nombre de brevets, on voit que les entreprises sont très présentes dans la stratégie de dépôt de brevets, à l'exception de l'Asie du Sud-Est, où ce sont essentiellement des universités et des organismes de recherche qui déposent des brevets. On a, en termes de collaboration, on a en fait des collaborations très majoritairement intra-pays, ce qu'on avait retrouvé sur le cas de la France, mais en fait on le retrouve sur l'ensemble des pays, que ce soit en Chine, en Europe, des continents, en Europe ou aux États-Unis. Et alors je passe rapidement, parce qu'il faut que je conclue. En termes de déposants, on voit que le premier déposant mondial est une entreprise française, donc l'entreprise Fermentalg, comme son nom l'indique. Et ensuite, on retrouve Roquette Frères. Donc là, c'est assez intéressant, puisqu'on voit que Roquette n'est a priori pas un acteur des microalgues et dépose quand même des brevets sur les microalgues. Donc ça veut bien dire qu'il y a un comportement stratégique qui est adopté, et on a déjà, rien qu'en prenant les deux premières entreprises du top 10, on voit qu'on a deux entreprises tout à fait différentes qui vont s'intéresser aux microalgues. Donc ça confirme bien l'hypothèse qu'on va avoir des comportements d'acteurs qui vont être hétérogènes, et qu'on ne va pas avoir une voie royale en tant que telle, parce qu'elle existe, mais bien une variété de comportements d'acteurs et de variétés de stratégies qu'il va falloir être capable d'identifier. Alors, pour conclure, on a donc une forte dynamique de production de connaissances avec une forte variété de types de firmes qui sont impliquées. Donc la question qui va se poser, comme je disais juste avant, on ne va pas avoir une voie royale. La question, à mon avis, n'est pas d'identifier quelle est la meilleure voie, puisque là, la question, en fait, la réponse à celle-ci, ça dépend. C'est-à-dire que ça va dépendre des types de connaissances qui sont disponibles, des opportunités qui vont s'ouvrir, etc. Ensuite, il y a une seconde question qui est de comprendre comment rendre les feuilles de route effectives, c'est-à-dire à quoi doivent servir les feuilles de route et comment celles-ci peuvent servir à guider les acteurs. Alors, l'étude bibliométrique ne montre pas quelles sont les firmes qui ont déjà commencé à produire en utilisant des microalgues, puisque dépôt de brevet ne veut pas dire lancement de la production. Et donc, pour répondre à cela et pour pouvoir avancer sur l'identification des formes des chaînes de valeur, il va falloir explorer systématiquement les alliances formées par le top 10 des déposants de brevets, des entreprises déposant des brevets, identifier les stratégies de positionnement et bien entendu les opportunités que choisissent ces entreprises, puisqu'il n'y a pas une opportunité meilleure que les autres en elle-même, elle est meilleure que les autres par rapport à un contexte spécifique et aux stratégies d'acteurs. Voilà, je vous remercie de votre attention, et vous retrouvez les logos de nos financeurs, donc la CCI Marne-en-Champagne, la Chambre de commerce et d'industrie, la Fondation Paris-Reims, le Grand Reims, la communauté urbaine du Grand Reims et Neoma Business School. Je vous remercie de votre attention, et puis bien entendu le logo du CEBB dont nous sommes membres et très heureux d'en être membre. Je vous remercie.